Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci d'être là pour cette première du nouvel esprit public en podcast. Comme on dit dans une pièce de Labiche, avant de prendre la parole, je voudrais dire quelques mots. Après que Radio France a annoncé que l'esprit public, je cite, ne serait pas reconduit sur la grille de rentrée 2017-2018, vous avez manifesté une vive émotion par tous les moyens, depuis les plus contemporains jusqu'aux plus traditionnels, depuis les réseaux sociaux jusqu'au courrier postal, en passant par les courriels et même quelquefois au hasard des rencontres de l'été dans les festivals ou autres. Vous avez manifesté une vive émotion, mais aussi un désir très ferme et soutenu que nous poursuivions nos conversations hebdomadaires et que nous les diffusions sur la toile. J'avoue avoir beaucoup hésité. Je voyais s'ouvrir la perspective d'une vie nouvelle avec beaucoup de liberté et de temps pour d'autres activités. Mais pourtant, il y a seulement 10 jours, aiguillonné par mes camarades de l'ancien esprit public, ici présents, et ceux qui nous rejoindront dans les semaines qui viennent, comme par vos manifestations, j'ai décidé qu'il fallait que nous répondions à vos incitations, sollicitations, voire adjurations. Nous voici donc, nous émettrons chaque semaine et vous pourrez écouter l'émission en podcast ou la télécharger grâce au lien que vous trouverez sur notre site. Lien qui sera également sur mon compte Twitter et sur mon compte Facebook. Une fois par mois, nous serons en public ici, au théâtre Pierre Lamy de l'École alsacienne que je remercie de nous accueillir et de le faire avec tant de sympathie, de désintéressement et de chaleur. Comme je remercie mes confrères de l'hebdomadaire Le 1, on ne dit pas l'un, mais on peut dire aussi du 1, mais il faut qu'il y ait un H devant le U. Exactement. Et je remercie aussi ceux de la lettre d'information, de la newsletter TTSO et Romain de Sales, qui ont été des tout premiers à nous inciter à continuer et à nous soutenir dans cette entreprise. Je vous remercie également, vous qui êtes ici, nous avons dû refuser du monde, vous qui êtes à l'écoute de ce podcast et vous qui avez encouragé notre initiative sur les réseaux sociaux dès qu'elle a été connue. Vous vous demandez, je le vois, comment nous soutenir ? C'est très simple. Aujourd'hui, abonnez-vous et faites en sorte que d'autres s'abonnent. Et demain, répondez à l'appel au financement participatif que nous allons lancer le plus tôt possible. Nous tenons tous à ce que ce nouvel esprit public soit accessible à tout le monde, donc pas question de nous transformer en un club fermé réservé à des happy few. Pour que nous nous adressions à des happy nombreux, il nous faudra lever des fonds. Comme vous le savez, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Je vois tout à coup vos airs qui deviennent graves. Un dernier mot. Pendant les vacances, j'ai découvert une interview de Marcel Pagnol. Il venait d'être désigné président du Festival de Cannes et comme on lui demandait comment il comptait exercer cette responsabilité, Pagnol répondit, je cite, « de manière que nous ne prenions pas nos opinions pour des jugements ». C'est une phrase qui, depuis le début, aurait pu être placée en exergue de ces conversations qu'en 1997 j'ai appelées l'esprit public. Nous allons donc nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je vous précise qu'après notre émission, nous vous proposerons un moment d'échange avec ceux d'entre vous qui le désireront. Nous commencerons par nous intéresser à la rentrée politique et sociale d'Emmanuel Macron. Après un été marqué par une importante chute de sa popularité dans les sondages, le chef de l'État a engagé plusieurs des réformes qu'il présente comme essentielles. La première est celle du Code du travail. Après le vote par le Parlement d'une loi d'habilitation au cours de l'été, le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté le 31 août le contenu des 5 ordonnances pour le renforcement du dialogue social.
La CFDT a jugé que le gouvernement privilégiait la flexibilité au détriment de la justice sociale. La CGT et Sud ont appelé à manifester contre ce projet le 12 septembre et la France Insoumise, qui parle de coup d'État social, organise un rassemblement le 23 septembre. Alors que l'exécutif a vivement souffert de la baisse du montant de l'aide personnalisée au logement ou de la suppression des contrats aidés, la question se pose de l'ampleur que pourrait prendre la mobilisation de la rue. La réforme de l'impôt sur la fortune, l'ISF, concentre les critiques venues de gauche comme de droite, tout comme l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages ou la baisse des cotisations salariales. Pour ramener le déficit public sous le seuil des 3% du produit intérieur brut, tout en diminuant les prélèvements obligatoires, le gouvernement doit réaliser près de 20 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique. Il peut cependant s'appuyer sur le rebond de la croissance qui devrait s'établir à 1,6% en 2017 contre 1,2% l'année précédente. D'autres chantiers législatifs sont également au programme de cette rentrée. Ils concernent la fin de l'état d'urgence, l'accès au chômage, l'entrée à l'université ou la refonte du système de l'assurance chômage, alors que le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé la suppression du régime social des indépendants pour le 1er janvier 2018. Pour mener à bien ces réformes, le président de la République a choisi de modifier sa stratégie de communication. Il a demandé aux ténors du gouvernement et de la majorité de renforcer leur présence dans les médias, tandis que les parlementaires de La République En Marche se réorganisent pour éviter les couacs qui ont émaillé la séance extraordinaire de l'été. Pour expliquer le sens de ces réformes, Emmanuel Macron a accordé un long entretien à l'hebdomadaire Le Point. Une semaine plus tôt, en marge d'un déplacement en Roumanie, le président déclarait, je cite, que les Françaises et les Français détestent les réformes, fin de citation, et il affirmait vouloir convaincre le pays non pas de se réformer, mais de se transformer. Et avant-hier, le président a affirmé, je recite, qu'il ne céderait rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, alors il faut dire, à ma grande surprise, cette fois-ci, la rentrée, elle ressemble plus à une rentrée à l'allemande. Alors je m'explique, on parle avant des manifestations annoncées, mais on a vu tout cet été s'étaler des négociations qui étaient vraiment comparables à ce qui se passe en Allemagne quand on veut faire des réformes, c'est-à-dire il y a eu des vraies négociations. D'ailleurs, tous les responsables des syndicats l'ont dit qu'ils n'étaient pas confrontés dès le départ d'une loi qui était déjà toute ficelée, où ils pouvaient juste donner leurs commentaires, mais c'était des véritables discussion sur ces fameuses ordonnances sur le travail. D'ailleurs, on le voit à la surprise générale, il faut le dire, Jean-Claude Mailly, le président de FO, est d'une modération absolue jusqu'à maintenant sur ces ordonnances. Et aussi la CFDT, mais là c'est plus classique, n'est pas dans un rôle d'opposition frontale. Il reste la CGT qui, après cette rencontre entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon, semble en quelque sorte, mais un peu malgré des hésitations, vouloir s'engager dans des manifestations. Mais globalement, c'est quand même plus le calme qui règne, qui est surprenant, que les manifestations, notamment vues d'Allemagne, où on pensait que dès le mois d'août, dès que les premières personnes rentraient de vacances, il allait y avoir une grosse mobilisation sur la rue. Alors, ce qui est le plus surprenant, c'est malgré ce succès relatif, il y a une très forte chute de popularité du président de la République. Donc il y a une sorte de paradoxe, alors que pour la première fois, une réforme annoncée, négociée et qui va se mettre en place a lieu en France, il y a quand même un rejet, en tous les cas si on peut croire les sondages, un rejet très profond de cette méthode de travail.
Moi, j'avoue, ma seule explication, ce n'est pas comme le New York Times vient d'écrire que c'est un président qui a déjà échoué. Je trouvais cet éditorial complètement, mal argumenté et aussi pas tenant compte de tous les changements qui sont en cours. Mais je pense que c'est l'éternel paradoxe français, c'est-à-dire d'un côté, on sait qu'on a besoin de se réformer, mais d'un autre côté, on n'a pas envie que ça se passe chez soi, que ça concerne nous tous. Et donc, je pense chute de popularité et en même temps succès de la méthode Macron pour l'instant pour la réforme du marché du travail et probablement pour les autres réformes annoncées, critiquées, mais quand même qui poursuivent leur route. Il n'y a pas eu de recul jusqu'à maintenant sur les réformes annoncées. Ça, c'est la double face, à mon avis, de ce qui est possible en France. Marc-Olivier Padis. Oui, je pense qu'on peut éclairer le paradoxe que vient de souligner Michaela. À partir paradoxe sur lequel je suis d'accord, il y a quelque chose d'assez étonnant dans une méthode qui est assez bien accueillie et en même temps cette chute de popularité. Et je pense que c'est lié à la difficulté aujourd'hui de voir quel est l'équilibre d'ensemble du projet social d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on voit bien dans l'accueil des propositions sur la réforme du Code du travail, mais aussi les autres réformes qui ont été annoncées, il y a dans le fond trois attitudes de réaction possibles. Donc, bon, il y a le refus en bloc, ça on connaît, il n'y a pas grand-chose à en dire, CGT, FSU, France Insoumise. Il y a des critiques plus ponctuelles sur des mesures très précises. Philippe a dit les critiques de la CFDT, quel est l'équilibre. En fait, la CFDT a critiqué essentiellement ce qui concerne la consultation sociale au sein des entreprises de moins de 50 salariés, où la CFDT souhaitait d'avoir la possibilité d'un mandatement syndical, c'est-à-dire le fait que des syndicats pourraient, que les salariés pourraient inviter un syndicaliste à venir travailler sur les négociations. Et là, on aura une situation où, disons, les patrons pourront consulter directement les salariés, mais sans la médiation d'une intervention syndicale. Mais je pense que... Et puis, il y a la troisième critique qui est, dans le fond, quelle est la lisibilité d'ensemble du projet social du gouvernement ? Quel est l'équilibre ? On voit bien que l'idée, c'est de sortir du système corporatiste suradministré dans lequel on est, qui est à bout de souffle. Le diagnostic est assez partagé là-dessus. Mais est-ce qu'on va vers une sorte de social-libéralisme ou plus une social-démocratie ? Et c'est ça qui est difficile à voir. Et en fait, il faut voir la globalité du projet. C'est-à-dire que la réforme du Code du travail n'est qu'un aspect, un point sur un programme beaucoup plus large qui comprend aussi les éléments de sécurisation des parcours professionnels. D'abord, la réforme du régime social des indépendants, Philippe en a parlé, qui a été lancée justement très récemment par le Premier ministre, donc qui doit quand même répondre à des difficultés réelles de tous les indépendants, les petits artisans, les commerçants, mais aussi, disons, tous les autonomes, les indépendants qui ont créé des micro-entreprises ces dernières années. Ça s'est beaucoup développé. La réforme de la formation professionnelle qui a été annoncée, dont on ne sait pas encore, dont le calendrier a été annoncé, mais on ne sait pas exactement en quoi ça consiste. On sait que c'est un des points importants de la réforme du travail en France. Le développement de l'apprentissage, dont la réforme sera lancée fin septembre. La réforme des retraites, on a vu cette semaine que c'était Jean-Paul Delevoye qui en serait responsable. Et puis le pouvoir d'achat, on a vu un certain nombre de déséquilibres, puisque il devait y avoir, disons, une compensation entre une hausse de la CSG et la baisse d'un certain nombre de cotisations salariales. Et en fait, dans les arbitrages de dernière minute qui sont liés au problème du déficit actuel, l'augmentation de la CSG a eu un effet immédiat, tandis que les baisses des cotisations interviendront plus tard, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les salariés, c'est plutôt
une baisse de revenus qui intervient. Et donc je pense que la difficulté, c'est d'arriver, comme les chantiers sont à leur début, d'arriver à percevoir dans le fond quelle est la logique d'ensemble de tout ça. Et là, il y a un manque de discours et d'accompagnement pour redessiner la globalité du projet. Nicole Liesotto. Oui, avant la rentrée sociale, moi je crois que le vrai défi aujourd'hui, immédiat, c'est la rentrée solidaire avec les Antilles. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une anecdote par rapport à l'importance de la rentrée sociale. Je crois que ça peut avoir des conséquences, ça peut marginaliser ou en tout cas rendre moins important dans les jours qui viennent les phénomènes de contestation sociale, parce que ce qui se joue là, c'est la solidarité nationale et surtout l'autorité de l'État par rapport à ces deux territoires qui sont aussi importants que le Limousin ou la Côte d'Azur. Et le président est maître des horloges, mais celle-là, il ne la maîtrise pas. Et je crois qu'on est rentré dans quelque chose de tout à fait nouveau avec des implications budgétaires absolument considérables qui vont changer peut-être aussi les promesses d'équilibre qu'il avait faites. Mais maintenant, je dis ça parce que je crois que c'est très important. Moi, je suis née aux Antilles, j'ai vécu une fois l'ouragan Edith, et je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui se joue là pour l'avenir de ce gouvernement. Maintenant, dans la rentrée sociale, je trouve que moi, je suis partagée. Je trouve que le gouvernement, comme vous l'avez dit, et le président font à peu près un sans faute sur les dossiers lourds, et en revanche accumulent des erreurs monumentales sur les dossiers comptables. Sur les dossiers lourds, donc la réforme du Code du travail, la réforme du statut des indépendants, le début de réforme de la SNCF, en tout cas des régimes spéciaux de retraite, sur tous ces dossiers qui engagent vraiment en profondeur la modification de la société française, la méthode utilisée, les 3D, c'est-à-dire déminer, discuter, décider. Tout cela est assez extraordinaire, un peu à l'allemande, et semble pour l'instant porter ses fruits. En revanche, cela coïncide avec des erreurs absolument fondamentales sur les dossiers qui sont gérés, je crois, par les comptables, par les inspecteurs des finances, par les gens du Trésor qui entourent le président et le Premier ministre, et qui leur font faire, parce que ce sont des réformes qui ne sont pas structurelles, qui leur font faire de vraies erreurs politiques et de communication. Il y a évidemment 3 exemples. Les moins 5 € sur l'APL, il y a quand même 800 000 étudiants qui sont maintenant un peu réticents à l'égard de ce gouvernement, les moins 300 millions d'euros aux collectivités territoriales et la suppression des emplois aidés à partir de 2018. Autrement dit, on a là des mesures qui sont politiquement catastrophiques et financièrement pas très intéressantes. Je prends l'APL. Les moins 5 € par étudiant, ça fait une économie de 390 millions d'euros par an sur les 9 milliards de déficit supplémentaire que la Cour des comptes a découvert lors de l'élection de M. Macron. Donc ça, je trouve que vraiment, c'était absolument inutile. Pareil pour les emplois aidés. Il y a 450 000 personnes qui en bénéficient, essentiellement des très jeunes ou des seniors. Alors le coût total est plus impressionnant, c'est 3 milliards par an. Mais s'il faut une réforme des emplois aidés, il fallait le faire dans la discussion, dans la concertation, avec la méthode des 3D qu'il a utilisée pour les dossiers lourds, et non pas laisser, je crois vraiment que ce sont les fonctionnaires des finances et du Trésor qui ont pris en main ces dossiers parce qu'ils ne sont pas structurants, et qui ont amené une catastrophe politique. Moi, je crois qu'une des explications de la chute de popularité d'Emmanuel Macron, c'est l'accumulation de ces petites choses qui n'ont pas l'air très importantes, mais qui touchent la vie des gens de tellement proches qu'elles remettent en cause le bénéfice qu'il peut avoir sur la volonté de réforme structurelle. Je vois que le crayon se lève. Je ne sais pas si j'ai le temps d'un autre point, mais je le garde pour tout à l'heure peut-être. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi j'ai la position un peu inverse de celle de Nicole. Enfin, je crois qu'elle a raison sur le fait que ce président et ce gouvernement essaient de faire des réformes, mais je ne crois pas que ce soit par hasard ou par maladresse ou en se concentrant sur des objets secondaires comme les contrats aidés. Je ne crois pas du tout que le problème des contrats aidés soit secondaire. Il est emblématique, il est limité, mais il n'est pas secondaire. Je crois que nous sommes au cœur d'une difficulté structurelle
pour le gouvernement, car on ne peut pas pratiquer, Nicole, le réformisme sans faire des réformes. Et quand on fait des réformes, c'est qu'on ne fait pas la révolution. Et quand on ne fait pas la révolution, c'est qu'on prend un certain nombre de mesures plus ou moins limitées qui sont... dont on suppose qu'elles seront acceptées par les gens, alors qu'elles ne le sont pas, et on attend de la somme de ces réformes, de ces mesures, qu'elles produisent un effet. Moi, je crois qu'il faut bien voir que la baisse de popularité, elle est évidemment due à un effet de rentrée, de désillusion par rapport à... Moi, je vois très bien, la campagne législative était une campagne irréelle. On nous a dit que 2 choses pendant la campagne législative. 1, ceux qui étaient pour, il faut donner une majorité au président de la République, car il faut qu'il réussisse, sinon on ne sait pas où on va. Et deuxièmement, quand on avait un certain nombre des revenus et un peu plus de 70 ans, on disait « ça n'est pas tolérable, cette augmentation de la CSG ». C'est les 2 seules choses que sur les marchés, on a entendues. Alors, c'est tout. Bon, il est évident, moi je me souviens quand j'ai fait une réunion publique avec M. Blanquer, j'ai dit ça va tanguer, ça sera très difficile. L'agenda qui est devant nous est un agenda qui est assez douloureux et il ne suffit pas de dire qu'on a un président jeune, plein d'allant, épris de dialogue pour que ça marche. En réalité, je crois qu'il y a 3 difficultés pour le gouvernement. Premièrement, c'est une division des Français qui est sans précédent. Nous avons toujours eu des Français qui se sont divisés en 2, mais avec quand même des choix assez fondamentaux qui apparaissaient. Et notamment le scrutin majoritaire à 2 tours permettait de fonctionner, parce qu'au second tour, les gens se remettaient sur le second meilleur choix. L'exemple, c'est l'élection de Chirac en 2002. Le Pen et Chirac font des scores pas tellement différents, 20% pour Chirac, 18% pour Le Pen, à peu près. Et au second tour, Chirac, 82%. Et Le Pen ne bouge pas. Ça veut dire qu'en réalité, les Français étaient d'accord sur un consensus républicain autour de Chirac. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Mélenchon a raison de le dire, même s'il n'est pas fondé non plus à en tirer argument pour lui, parce qu'il n'est pas mieux placé que les autres. Ce qui est caractéristique de cette élection, c'est le nombre de votes blancs, c'est la difficulté à mobiliser une majorité de Français. Et si Macron gagne, c'est d'abord parce qu'il est au milieu et que malgré tout, il est celui qui divise le moins. Mais ce n'est pas pour ça qu'il mobilise l'ensemble de ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour. Et deuxièmement, qu'il est confronté au Front National. Et évidemment, il ne fait pas face à Marine Le Pen le même score que Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Donc on est dans une France qui est profondément divisée. Ce que représente l'équation socio-libérale d'Emmanuel Macron est sans doute inférieur à 30% de la population. Le reste est soit porté sur un souverainisme plus ou moins xénophobe, plus ou moins anti-européen, sur un anticapitalisme virulent, etc., etc. Et ces forces ne se reconnaissent pas véritablement entre elles. C'est une difficulté majeure. Comment créer un consensus minimum de réforme dans un pays qui n'a jamais été aussi divisé. La deuxième difficulté, c'est que si les objectifs du gouvernement sont des objectifs de gauche, que ce soit le retour à l'emploi, l'égalité homme-femme, une égalité des chances qui est bafouée par ce système corporatiste et statutaire dans lequel sont enfermées les générations, le décadenassage de la jeune génération par rapport à la mienne, tout ça, ce sont des objectifs de gauche. En réalité, dans l'agenda, on voit bien que les solutions qui doivent être mises en œuvre, quelles que soient les opinions qu'on a, sont plutôt des solutions de droite. On doit, en matière de dépenses publiques, il faut les réduire, donc modifier assez profondément le périmètre d'intervention de l'État. C'est essentiel si on veut doper le système productif. En matière d'impôts, il faut favoriser massivement, si on veut réussir la révolution numérique, l'investissement, donc amener des capitaux qui viennent de partout. Ça implique une fiscalité qui soit à peu près normalisée par rapport à la fiscalité de nos partenaires, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus de l'épargne, etc. Et enfin, sur l'intervention sociale, on voit bien que notre système ne fonctionne pas et qu'il faut à la fois, et que ça heurte quand même profondément
éventuellement la gauche de deux manières, à la fois parce que ça remet en cause un certain nombre de bénéficiaires et que ça remet en cause aussi un certain nombre de prestataires qui sont contestés dans leur façon de procéder. Donc tout ça crée une situation de tension entre une idéologie dominante relativement étatiste, classique, qui reste celle d'une majorité de Français, et des exigences concrètes. Alors, la troisième difficulté, je m'arrêterai là, je parlerai des solutions après, si on en a le temps, mais la troisième chose, c'est le problème de l'échelonnement. C'est ce que j'appelle le syndrome du Sheffield. Le Sheffield, c'était ce vaisseau militaire anglais qui a coulé pendant la guerre des Falklands. Margaret Thatcher, au milieu d'un programme de réforme extrêmement drastique, très différent, je tiens à le dire, de celui d'Emmanuel Macron, beaucoup plus brutal, est apparue à la Chambre des communes en noir. Elle a réveillé le nationalisme britannique. Elle s'est rappelé la grande leçon de Disraeli, à savoir qu'on ne réveillait le peuple britannique qu'à la condition de lui donner des objectifs nationalistes. Et elle a passé le relais. S'il n'y avait pas eu la guerre des Falklands, s'il n'y avait pas eu cette explosion nationaliste, Madame Thatcher serait tombée entre le moment où elle lançait ses réformes et le moment où ces réformes allaient produire des résultats. Et là, nous sommes donc dans une situation extrêmement délicate de décalage entre... C'est ça le problème de l'APL. Darmanin commence avec 5 € sur l'APL, c'est-à-dire rien. Vous avez raison, Nicole, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et déjà, tout le monde... Et alors, c'est peut-être pas, il fallait peut-être pas le faire comme ça, mais tout le monde est à feu et à sang, alors qu'on sait qu'en France, on dépense 40 milliards pour les logements et qu'on est l'un des pays les plus mal logés, avec 4,5 millions de mal logés en France. Donc, on voit bien qu'entre ce qu'on va faire et les résultats, il y a un couloir et que ce couloir peut être celui de la mort. Le Sheffield, c'est bien avec un Exocet qu'il a été coulé, non, il me semble. L'exocet est un succès de la technologie française. Un succès de la technologie française. Et les marins britanniques, en s'enfonçant dans l'eau, chantaient cette chanson reprise d'un des films des Monty Python qui était « Always look at the bright side of life ». Michaela Wiegel. Oui, je me pose cette question un peu angoissée. Quelle sera la guerre de Falklands de Macron? Alors, j'ai ma petite idée. Et je pense ce sera une guerre très civile. Ça peut être la réforme de la zone euro. Et je pense que le chef de l'armée française peut gagner cette bataille. Tout dépend bien sûr de l'issue des élections à Berlin, en Allemagne, le 24 septembre, mais je pense que réellement, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre là, et je pense d'ailleurs cette double démarche, c'est-à-dire effectivement des réformes qui forcément divisent la France, mais en même temps probablement la chance de pouvoir avancer sur le plan européen et notamment sur la gestion de la zone euro. Je pense que ça peut probablement donner ce souffle d'air dont Emmanuel Macron aura vraiment besoin. Alors, je ne suis pas optimiste non plus parce que Angela Merkel, alors qu'elle a montré là, dans un récent entretien qu'elle est assez allant sur la réforme de la zone euro, elle se bat aussi dans son propre parti, mais plus encore avec la FTP, les libéraux, qui peuvent sortir renforcés de ces élections, et bien sûr avec l'AfD, donc cette extrême droite ou la droite extrême qu'on a vu ressurgir en Allemagne. Donc c'est pas gagné du tout, mais je me dis ça peut probablement être le souffle d'air dont a besoin un président qui, sur le plan intérieur, met à l'épreuve le pays. Nicole Lisoto. Oui, je reviens sur ce que disait Jean-Louis Bourlange, que la réforme est un processus douloureux, certes. La question, en tout cas à court terme, c'est de savoir où se porte la douleur et dans quelle mesure elle est bien équilibrée. Et ça me permet de rebondir aussi sur l'interrogation qu'avait Marc-Olivier Pady sur le modèle qu'a en tête le président de la République. Et d'interroger son en-même-temps-misme, le fait de vouloir être à la fois entrepreneurial et social pour le business et pour les gens. Quand on regarde les réformes qui sont annoncées, on a l'impression que l'ambivalence, l'équilibre est assuré, en particulier sur la loi travail, sur le code du travail, avec la limitation des indemnités prud'homales d'un côté en cas de licenciement abusif, qui
fait plutôt plaisir au patronat, et en même temps l'augmentation de 25% des indemnités de chômage normal, si je puis dire, qui fait plutôt plaisir aux salariés. On a un autre exemple d'équilibre maintenu sur la réforme de l'éducation nationale. Moi, je considère que c'est sa réforme majeure parce qu'elle engage profondément l'avenir de la société française. Le CP, le dédoublement des classes, je trouve que c'est une urgence nationale parce que c'est une vigilance sociale. C'est de rétablir un minimum de moyens étatiques de réduire les inégalités sociales. Donc tout ça, ça va. Mais, en revanche, il y a d'autres domaines où on a l'impression quand même que la douleur va porter plus sur la classe moyenne et la petite classe moyenne que sur les autres. Il y a d'une part le report de la suppression des cotisations sociales avant l'augmentation de la CSG, d'autre part la réforme de l'ISF qui va quand même toucher plus les classes moyennes, pas forcément hautes d'ailleurs, il suffit d'avoir quelques biens immobiliers, plus les mesures dont je parlais tout à l'heure, les 5 € sur l'APL, la suppression brutale des emplois aidés. On a l'impression malgré tout que même si la philosophie reste celle d'un équilibre entre la fibre entrepreneuriale et la fibre sociale, dans la pratique immédiate, c'est quand même la fibre entrepreneuriale qui l'emporte au détriment quand même des classes moyennes. Marc-Olivier Padis. Oui, 2 mots. D'abord, il y a quand même dans ce désenchantement de la rentrée un air de déjà-vu. Moi, ça me rappelle beaucoup la rentrée juste après l'élection de François Hollande, la rentrée juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Il y avait déjà cet effet à la fin de l'été. Dans le fond, pas grand-chose n'a changé, etc. Et même chez Chirac aussi. Et qu'est-ce qu'on fait ? On regarde les résultats de premier tour. On voit que le président a un socle autour de 20%. Et qu'il ne peut pas élargir tellement ce socle-là. Là, il y a eu quelque chose d'une restructuration très profonde du système politique français qui fait qu'on élit un président dont l'assise n'est pas extraordinairement grande et finalement, il revient très vite à cette assise fondamentale. Après, la question, c'est la capacité à rebondir et à élargir ce socle, justement. Là, je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas encore joué toutes ses cartes. Comme l'a dit Michaela, il y a des perspectives du côté européen. Et puis, cette perspective fondamentale, au-delà, disons, du bouclage budgétaire, qui est toujours un peu le casse-tête de Bercy, il y a quand même ce choix fondamental de miser sur le dialogue social. C'est ça, dans le fond de ces ordonnances sur la loi travail. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de le dire suffisamment, mais c'est quand même de miser sur le dialogue social dans l'entreprise, en faisant confiance dans la capacité syndicale et patronale à nouer un dialogue et à trouver les meilleures solutions pour les salariés. Donc, malgré tout, je pense qu'il y a encore pas mal de ressources du côté du président de la République pour sortir de ce désenchantement de septembre. Avant de donner la parole à Jean-Louis, comme nous débutons notre affaire de podcast, vous avez tout à l'heure évoqué l'éventualité de proposer des solutions à la situation. Je vous propose qu'on les reporte à la semaine prochaine afin de créer un suspense qui va nous assurer une succession d'abonnements. De 250 auditeurs à 350. Exactement, peut-être même 355, si vous savez ménager, si vous savez donner l'envie des solutions que vous allez pouvoir en plus mitonner d'ici la semaine prochaine. C'est une manière indirecte de me refuser la parole. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que j'ai jamais fait une chose pareille ? Je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, ni vice-présidente. Non, je vous donne volontiers la parole, mais en vous suggérant de remettre vos solutions, non pas sine die, comme on dit à la République. Oui, comme disait un sénateur qui citait Terence, l'homme est la mesure de toute chose. Et il disait, comme le disait Terence, je lui ai dit Terence d'Arabie, sans doute. Vous vous amusez beaucoup à ça. Je ne dirai pas le nom du sénateur. Ça, c'est justement la partie que nous souhaitions avoir. Mais la semaine prochaine, mesdames et messieurs, si vous vous abonnez et si vous faites s'abonner vos connaissances, vous aurez non pas le nom du sénateur, ça ce sera la semaine d'après, mais ses initiales. Jean-Louis Bourdon. Oui, sur les difficultés, on voit bien comment on s'en tire. On s'en tire d'abord par un certain minimalisme.
et les réformes ont été formidables sur le plan social, l'accueil a été fantastique, mais moi j'ai jamais cru que le droit du travail était la clé de tout. Je crois que c'est beaucoup plus la baisse des dépenses publiques et la libération des relations entre les entreprises et l'administration et l'URSSAF qui est la clé d'un redémarrage. Mais enfin, il y avait des choses importantes et on voit bien quand même que certains décalages entre la nature des accords qui ont été constitués et l'accueil absolument mirifique qui a été donné. Il y a aussi quand même l'idée de contrepartie. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites sur le fait que le budget qui est en cours, que Darmanin est en train de concocter, va se traduire par des baisses de pouvoir d'achat, y compris. C'est un transfert direct en direction des salariés qui vont avoir un supplément important de pouvoir d'achat par la baisse des cotisations sociales, et sur les titulaires de revenus, les personnes âgées qui sont seuls, les gens qui ne seront pas exonérés de la taxe d'habitation et qui ne seront pas compensés, auront un prélèvement sur leur niveau de vie, ce qui est quand même conforme à la réalité, car toutes les enquêtes montrent que c'est la catégorie, la mienne, je le dis avec beaucoup de simplicité, qui est la plus favorisée en termes de génération. Je voudrais dire un mot sur les emplois aidés. Je crois que les emplois aidés, c'est un problème intellectuel intéressant, car je crois que la gauche est dans une situation devrait être dans une situation de double capitulation intellectuelle et morale. Intellectuellement, l'emploi aidé, c'est l'hommage que le vice de gauche rend à la vertu libérale. Pourquoi ? Parce que c'est la reconnaissance de principe que le niveau de rémunération, le coût du travail, est un élément central pour le recrutement d'un personnel. On dit, voilà, on allège le coût du travail et vous pouvez et vous allez engager. Alors, on dit ça, on limite ça à des sphères bien déterminées, des associations, des collectivités territoriales, mais le raisonnement est très simple, c'est celui-là. Or, c'est le raisonnement qui est contredit à longueur de journée par les syndicats qui disent que le niveau du coût du travail et des charges qui pèsent sur ce travail n'ont aucune importance. Donc là, il y a quelque chose. Moi, je suis pour les emplois aidés universels. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aider tous les emplois. Il faut donc arriver d'une manière ou d'une autre, ce que fait d'ailleurs le gouvernement, à baisser les charges. Deuxièmement, c'est une capitulation morale, parce qu'on ne peut pas dénoncer la précarité des emplois et faire de ce véhicule, l'emploi aidé, une utilisation aussi cynique que la plupart des collectivités territoriales, qu'elles soient de droite, de centre ou de gauche, ont fait jusqu'à présent. On prend des gens pendant une durée déterminée, on ne les forme pas, on les utilise, on les jette comme du Kleenex et on en prend d'autres pour faire le même travail parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes. C'est véritablement la dénonciation, le symbole même de ce qui par ailleurs est dénoncé sur le plan de la précarité des emplois. Sur l'Europe, un mot sur l'Europe, je crois que Michaela a parfaitement raison, c'est certainement la grande transformation. Moi, j'ai toujours été en désaccord avec Hubert Védrine sur ce plan. Hubert Védrine dit il faut faire une pause au développement européen car les gens n'en peuvent plus. Je dis que ça fait 20 ans que l'Europe est arrêtée. Je ne sais pas comment on fait faire une pause à une voiture arrêtée. Je crois en revanche que les gens sont mécontents de ce qu'est l'Europe, mais ils sont absolument sûrs qu'il n'y aura pas d'avenir pour eux si on ne fait pas, si on ne réussit pas l'Europe, fût-ce sur d'autres bases que celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la situation dans les Corées, celle du Nord, celle du Sud, et également dans les pays qui sont en rapport direct avec ces deux Corées. La Corée du Nord a procédé à d'importantes avancées de son programme nucléaire militaire, source de vives tensions sur la scène internationale. Pyongyang a tout d'abord procédé au lancement de 2 missiles intercontinentaux susceptibles de supporter une charge nucléaire, les 4 et 28 juillet dernier. Des missiles de plus courte portée ont également été mis à l'essai, dont certains ont survolé l'archipel du Japon avant de s'abîmer dans l'océan Pacifique. Et le régime a aussi procédé, le 3 septembre, au 6e essai nucléaire de son histoire. Kim Jong-un s'est félicité du succès de cet exercice qui voit son pays se doter d'une bombe plus puissante que celle utilisée par les États-Unis en 1945. Les experts considèrent que d'ici un an, Pyongyang devrait être capable de frapper le territoire américain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le 5 août une résolution bloquant les principales exportations nord-coréennes.
Pyongyang et Washington se sont livrés à une escalade verbale les 7 et 8 août, après que le président Trump a menacé de recourir, je cite, au feu et à la fureur comme le monde ne l'a jamais vu jusqu'ici. M. Kim a réagi en menaçant de frapper l'île de Guam dans l'océan Pacifique, où près de 6 000 soldats américains sont actuellement stationnés. Après 2 mois de tension, la situation apparaît arriver à un point de blocage. Si les États-Unis disent envisager des frappes ciblées pour détruire l'arsenal nucléaire nord-coréen, l'intervention semble à exclure dans la mesure où elle placerait le Japon et la Corée du Sud sous le coup d'une riposte immédiate de Pyongyang. La Chine, qui a approuvé le durcissement des sanctions, s'oppose en revanche à risquer l'effondrement du régime avec la mise en place d'un embargo pétrolier. La Russie se trouve dans une impasse similaire. Condamnant l'attitude de Pyongyang, Moscou s'inquiète de la présence américaine à proximité de ses possessions extrême-orientales. Et très en retrait dans cette crise, Vladimir Poutine a proposé le principe d'un double dégel, rejeté par Washington, qui refuse de désarmer en pleine montée des périls. La Corée du Sud, dont le nouveau président prônait une politique de la main tendue à Pyongyang, a dû se résoudre à accepter le déploiement du bouclier antimissile américain dans le sud de la péninsule. Il en va de même au Japon, où le Premier ministre, M. Abe, envisage de réviser la constitution pacifiste de 1947 pour renforcer les capacités de défense de l'archipel. Sur cette question, Michaela Wiegel. Non. Pardon, Nicole Niesotto, excusez-moi. Oui. C'est l'ivresse. La crise coréenne est une crise qui s'aggrave et évidemment la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un risque de guerre ? Alors moi je ne crois pas, mais il peut y avoir malgré tout pire qu'une situation de guerre. A priori, on a quand même beaucoup d'éléments qui s'accumulent depuis quelques mois ou quelques années pour rendre la situation extrêmement belligène. On a d'abord l'Asie est un continent, comme vous le savez, où la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, puisqu'il n'y a pas eu de traité de paix. Il y a un armistice de 1953 qui met fin à la guerre des deux Corées, mais il n'y a pas eu de traité de paix, donc pas tout ce processus de réconciliation, etc., qu'on a vu en Europe. Il y a en Asie 6 puissances nucléaires, légales ou pas, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, qui sont une grande puissance asiatique, et de facto la Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays qui a fait d'énormes progrès sur les questions nucléaires, à tel point qu'on peut se demander qui les aide. On sait que dans les années 90, le Pakistan a aidé la Corée du Nord, ça il l'a reconnu, mais là, il y a un progrès très très rapide sur les 6 derniers mois, et la Corée du Nord a une stratégie de dissuasion et qui peut être aussi une stratégie d'emploi. Un tout petit mot peut-être, petite parenthèse de précision, on sait qu'il a une capacité nucléaire, peut-être une dizaine, une vingtaine, trentaine de bombes. On sait qu'il a une capacité de fabriquer des missiles intercontinentaux, donc qui pourraient éventuellement toucher l'Europe et les États-Unis. Ce qu'il n'a pas, ou en tout cas on a de grands doutes sur sa capacité, c'est la capacité de miniaturiser sa bombe nucléaire pour la mettre sur ce missile. Et ce qu'il n'a pas non plus, c'est la capacité de donner à ces missiles suffisamment de solidité pour supporter le vol intercontinental chargé jusqu'aux États-Unis. Donc on pense qu'il est à 2 ou 3 ans encore d'une vraie capacité de frappe vis-à-vis des États-Unis. Mais en tout cas, il va très très vite et avec une doctrine de sanctuarisation du territoire. Moi, je ne crois pas que Kim Jong-un veuille faire des conquêtes territoriales ou envahir la Corée du Sud. Ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille. Ce qu'il veut, c'est sanctuariser la Corée, que plus une puissance extérieure, et surtout pas les États-Unis, ne puisse avoir la moindre ingérence dans le système. Mais on a donc un dictateur qui est prêt à tout pour arriver à nucléariser son pays, vraiment, avant qu'une intervention ne soit possible. Autrement dit, c'est le contraire de l'Irak. Il ne veut surtout pas que ce qui est arrivé à Saddam Hussein lui arrive. Autre signe inquiétant, on a quand même face à face 2 imprévisibilités majeures, le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, dont on ne sait pas trop comment se forge sa conscience stratégique, et donc on ne peut pas exclure une gesticulation diplomatique, rhétorique qui aille trop loin. On ne peut pas exclure une mauvaise interprétation, une erreur
de communication qui puisse emmener un engrenage militaire. Et puis, dernier élément inquiétant, on a de facto une militarisation très très rapide de la zone. La Chine est la deuxième puissance militaire du monde. Elle a multiplié par 10 son budget de défense sur les 10 dernières années. Elle arrive maintenant au tiers du budget militaire américain. Et puis, la peur de la Corée du Nord emmène tout le monde à réarmer. Les Américains ont déployé récemment des missiles antimissiles en Corée du Sud, ce qui fait que la Russie et la Chine s'inquiètent parce qu'ils pensent que ces missiles antimissiles veulent bloquer leur propre dissuasion et non pas celle de la Corée du Nord. Donc on est dans un engrenage très 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 complexe, très dangereux, mais pour autant, je ne crois pas qu'il y ait un risque de guerre, tout simplement parce que la dissuasion fonctionne. Parce que les États-Unis, d'abord d'une part, les sites nord-coréens sont très protégés, sans doute très enfoncés, donc ce n'est pas évident de les détruire par une frappe préventive ou préemptive. D'autre part, les États-Unis ne peuvent pas exclure que Kim Jong-un réplique sur la Corée du Sud, où ils ont quand même 25 000 hommes. Ils ont 55 000 hommes au Japon, ils ont 6 000 hommes à l'île de Guam, plus tous les civils américains qui habitent dans la zone. Donc on ne peut pas l'exclure. Et inversement, le dirigeant nord-coréen ne peut pas exclure une attaque sur la Corée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un risque de guerre parce que la dissuasion fonctionne. En revanche, et je termine là-dessus, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que si on maintient ce statu quo, c'est un statu quo où de facto le dirigeant nord-coréen a gagné, et ça peut être donc une incitation à la prolifération nucléaire pour tous les autres perturbateurs de la planète. Marc-Olivier Padis. Par coïncidence, j'ai lu cet été un roman de Jean Echenoz, le plus récent, je crois, qui s'appelle Envoyé spécial, qui parle de la Corée du Nord. Et Jean Echenoz est un romancier très pince sans rire, qui dédramatise absolument tous les éléments du roman, toute l'intrigue, les personnages, tout est dévitalisé, dédramatisé. Mais sur la Corée du Nord, c'est pas mal de lire un truc complètement dédramatisé dans le contexte dans lequel on est. Donc je vous le recommande, Envoyé spécial. Alors c'est ce que dit Nicole, c'est le paradoxe de la dissuasion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, on peut dire que la Corée du Nord est tellement avancée dans son programme nucléaire que l'idée d'une attaque préventive est plus improbable, puisque là, ça devient plus risqué. Et dans le fond, plus c'est risqué, moins il y a de chances que ça arrive, parce que le risque, simplement, change d'échelle. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le risque d'une confrontation avec une frappe localisée des Américains, mais c'est le grand risque de la confrontation nucléaire. Et normalement, si on croit à la dissuasion, mais ça fait un moment qu'on est dedans, il faut croire que ça peut fonctionner en neutralisant quelque chose comme ça. Et donc il faut accepter que la Corée du Nord entre dans le club des puissances nucléaires, et de ce point de vue-là, qu'il y ait un dialogue qui se noue entre puissances nucléaires. Je pense que c'est ça. Alors, moi, j'ai juste 2 points. Quels sont les facteurs d'emballement? Quels sont les facteurs d'apaisement? Quels sont l'équilibre entre les deux? D'abord, dans l'emballement, Nicole l'a dit, il y a l'escalade verbale, l'historique de la provocation nord-coréenne. Il y a tout un verbiage nord-coréen d'attaque, de provocation. Il y a cette volonté d'indépendance farouche de la Corée du Nord. Il y a, dans les aspects qu'on ne connaît pas bien, la structure du régime politique, on ne la connaît pas très très bien. On sait que le pouvoir est très concentré entre les mains du dirigeant, c'est une dynastie familiale, c'est le 3e de cette dynastie. Alors on sait que le 3e héritier, on craint toujours une dilapidation par rapport au fondateur et puis à son successeur immédiat. On ne mesure pas bien la rationalité du leader coréen, et on ne sait pas non plus quelles sont les forces de rappel à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'armée a une capacité de résistance par rapport aux volontés du grand dirigeant. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. Et en plus, il y a l'imprévisibilité de Trump, le président américain, imprévisibilité qui a été, je mets entre guillemets, théorisée par lui. Le mot est très ambitieux, mais enfin, il a dit « je serai imprévisible en politique étrangère, c'est ça mon programme ». Donc ça, ce n'est pas tout à fait rassurant. Alors sur les facteurs d'apaisement, il y a le fait que les pays de la région veulent le statu quo. La Chine
veut montrer son statut de grande puissance asiatique, c'est à la Chine de faire le ménage dans cette zone-là. Si la Chine n'est pas capable de démontrer qu'elle maîtrise la situation, alors évidemment son statut de grande puissance mondiale serait contesté. Donc la Chine doit montrer que par la pression commerciale et autres pressions, elle est capable de calmer les choses. En Corée du Sud, Philippe l'a rappelé, il y a un nouveau président qui a été élu avant l'été qui cherche plutôt l'apaisement. Et dans l'ensemble, tous les autres pays, le Japon, la Russie, ont intérêt au statu quo. Donc que cherche la Corée du Nord ? C'est vrai que Vladimir Poutine a résumé à sa manière assez brutale les choses cette semaine en comparant avec l'Irak, en disant, dans le fond, l'Irak n'avait pas de protection nucléaire, le pays a été détruit, Saddam Hussein a été pendu, tout le monde s'en souvient, et la Corée du Nord aussi. Donc ce que veut la Corée du Nord, c'est la survie du régime, et si on lui garantit ça, normalement la situation devrait rester tendue mais stable. Comme quoi, puisque vous l'avez rappelé, les promesses de Trump en matière de politique étrangère, il ne faut pas toujours demander à un homme politique de tenir les promesses qu'il a faites. Michaëla Wiegel. Oui, rapidement, une première observation sur la question de la rationalité. On avait un peu une lecture, plus la coiffure est farfelue, plus aussi le dirigeant est comment dire, un peu instable et pas forcément rationnel dans sa pensée internationale. Alors je pense, et Nicole l'a très bien montré, la démarche est quand même n'est pas dépourvue d'une certaine rationalité, c'est-à-dire la sanctuarisation du territoire nord-coréen est en quelque sorte une nécessité pour la survie du régime. Et je crois, si on accepte cette prémisse de travail, la démarche d'Angela Merkel qui vient de proposer des négociations un peu à l'exemple du format sur l'Iran, même si sur l'Iran, on discutait officiellement que du nucléaire civil. Cette démarche-là, je pense, elle peut être la seule pour sortir de ce face-à-face, en quelque sorte, entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et je pense qu'effectivement, vu cette situation où ce n'est pas vrai ce que dit Donald Trump, que toutes les options sont sur la table, parce que, comme on vient de le dire, l'option militaire nucléaire n'en est évidemment pas une, si on ne veut pas mettre en péril Séoul étant vraiment à proximité du territoire nord-coréen, et même s'ils n'ont pas encore la technologie d'aller très loin avec leur frappe nucléaire, c'est sûr qu'ils peuvent frapper Séoul. Et donc, je crois que cette fois-ci, et même si Trump a rejeté tout ce que les négociations sur l'Iran ont donné, je pense que cette fois-ci, ce cadre-là sera vraiment le seul envisageable pour avancer. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que la phrase de Trump est exactement l'opposé de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a toutes les options sont sur la table. En réalité, il n'y a aucune option sur la table. Parce que la guerre, c'est évidemment totalement absurde. Ça provoque un chaos général avec des millions de morts en Corée du Sud. Il est d'ailleurs absolument frappant que Steve Bannon, l'horrible Steve Bannon, suprématiste, est viré le jour où enfin il dit quelque chose de parfaitement incontestable. Vérifiant la phrase de François Mauriac sur Henri Béraud, on est toujours puni pour les crimes qu'on n'a pas commis. Ensuite, la négociation. On voit bien, nous sommes en situation de guerre. Il y a un armistice, il n'y a pas de paix. On dit, voilà, on va négocier. Ça n'est pas possible, parce que négocier un traité de paix, c'est très bien, à condition que les Coréens renoncent les Coréens du Nord renoncent à l'accès à l'arme nucléaire. Or, pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent ? Puisqu'ils sont enfin reconnus parce qu'ils ont mené ce programme. Et s'ils n'y renoncent pas, c'est une catastrophe, une capitulation et la fin totale de tout le traité de 67 sur la non-prolifération. Donc la négociation n'est pas possible. Les sanctions, c'est très bien théoriquement, mais uniquement théoriquement. D'abord, ça ne marche pas, parce qu'il y a tout un ensemble de pays qui ne veulent pas affaiblir la Corée du Nord. Et pas rien comme pays. Le Japon, qui n'a aucune envie de voir la Corée se réunifier, la Chine, évidemment, la Russie. Ça fait quand même un environnement. Et donc, ces sanctions sont... et même l'Union européenne n'est pas très claire. Il y a des choses qui se passent dans nos frontières qui ne sont pas très nettes. Donc, on n'arrive pas à mener les sanctions. Et puis, même si on réussissait,
il est constant que les sanctions ruinent la santé des populations, mais n'affectent pas du tout l'humeur des dirigeants. Donc ça n'aurait pas d'effet. François Hesbourg l'a rappelé récemment. Donc on est dans une situation vraiment difficile. La seule chose qui soit possible, c'est effectivement le statu quo, en espérant une rationalité. Alors là, on est en face quand même d'une situation très difficile. Nixon avait, au moment où il a envahi le Cambodge, avait inventé, William Shawcross le rappelle dans un livre, avait inventé la théorie du fou. Il disait il faut se conduire de façon irrationnelle parce que ça oblige les autres à prendre en compte votre irrationalité et à s'adapter à cette irrationalité. Catastrophe, quand ils sont deux à faire ça. Ça ne marche pas. Et là, on a bien Trump d'un côté qui quand même est un être assez erratique, et Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est intéressant, c'est un produit dérivé et complètement déjanté, c'est le point qu'il partage avec Pol Pot, de la francophonie. Pol Pot était un produit de la Sorbonne, ce qui n'est pas à l'honneur de notre université, et Kim Jong-il est un produit de la douce Helvétie. Il a été élevé en Suisse, très bien, etc. Il parle français. Saluons ce succès de la francophonie. Et il faut reconnaître qu'il se conduit comme un garçon assez dégourdi. Très jeune, il a réussi à éliminer son oncle, à tuer son demi-frère. Enfin, il est assez actif. Ça donne le sentiment d'un homme qui n'est pas totalement irrationnel, mais qui est assez expéditif. Peut-être pas limité, mais en tout cas expéditif. Alors, on en est réduit. Et puis, quant à Trump, il faut savoir si son errance psychologique se concentre uniquement sur ce petit appareil, c'est-à-dire sur ses tweets. Ça, je ne sais pas. Mais logiquement, le calcul n'est pas absurde. C'est le général gallois. C'est le général de Gaulle, quand il a lancé la doctrine tous azimuts, ça voulait dire que les fusées devaient atteindre les États-Unis. C'était quand même un peu rude comme message. Là, il dit, c'est la dissuasion du faible au fort. Je suis respecté parce que j'ai cette affaire-là. Et maintenant, c'est simple. Soit il est rationnel, et or son comportement ne l'est pas toujours, le comportement des Coréens est bizarre, il est rationnel et ça continuera comme ça, soit ça dérape, et là c'est vraiment très embêtant, c'est la fin du Dr Strangelove. Nicole Lisetto. Deux petits points. Je ne crois pas à l'option iranienne, parce que l'Iran est une grande puissance régionale qui voulait le redevenir et qui quand même faisait attention à sa population. La Corée du Nord, c'est un petit pays, une dictature, ça lui est complètement égal d'affamer 25 millions d'habitants, il n'a pas du tout envie d'être la puissance régionale, il veut survivre, lui et son clan. Donc l'option iranienne, il ne voudra jamais. Deuxièmement, le statu quo. Oui, je suis complètement d'accord avec Jean-Louis, il n'y a pas d'option, et donc la seule solution, c'est de maintenir le statu quo. Sauf que le statu quo évolue du côté de la Corée du Nord parce qu'il progresse sur le plan technologique, et donc le statu quo le favorise parce que le jour où il arrivera vraiment à mettre une bombe sur un missile intercontinental, le statu quo ne sera plus possible. Et donc je crois que c'est un statu quo malgré tout dangereux, et que même si on sait que ça n'a pas une efficacité totale, il faut isoler ce régime, il ne faut surtout pas reconnaître la Corée du Nord comme un membre du club nucléaire. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Cédant une fois de plus à l'amicale pression de la demande générale, je vais l'ouvrir en faisant observer que la France est un pays éminemment clérical et que c'est un pays dans lequel on préfère les sermons aux œuvres et où on préfère dans la presse les éditoriaux aux reportages. Et je voudrais faire l'éloge mitigé de la prise en considération de l'importance des faits dans un livre et dans un film. Le livre, c'est le livre consacré à la gestion de la ville de Paris par son actuel maire. Le livre s'appelle « Notre drame de Paris » et il est signé par Éric Leroutier et Nadia Lebrun. Je n'aime pas le ton de ce livre. Je ne comprends pas pourquoi, quand on dispose d'autant de faits, d'une pareille mitrailleuse à faits qui sont terribles pour l'actuelle municipalité, terribles pour son absence de prise en considération des problèmes les plus importants, terrible pour ses relations avec les oligarques, terrible pour l'arrogance avec laquelle la ville est gouvernée, terrible aussi pour le ridicule, il faut bien dire. Il suffirait de donner les faits qu'on a en sa possession, et il est inutile de prendre ce ton
un peu aigrelet et pas très agréable. Je n'en conseille pas moins la lecture du livre, et notamment aux Parisiens, parce qu'il faut, pour prendre ses responsabilités d'habitants et d'électeurs, il faut être informé, et ce livre informe, il a paru chez Albin Michel. À l'inverse, je trouve que le film qui s'appelle Petit paysan se tire formidablement d'une situation difficile. Il n'y avait rien de plus tentant que de chercher la larme à l'œil en exposant la situation, parce que tout le monde se sent un peu coupable à l'égard de ce monde agricole dont on ne sait pas très bien si on s'occupe assez, pas, si c'est Bruxelles, si c'est nous, etc. Là, pas du tout. C'est vraiment la situation d'un petit paysan face à ce drame qui est la maladie de la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme, et à la dépossession de tout ce à quoi il a consacré, par plaisir, par goût, par vocation, son existence. Mais pour faire partager cette situation, le cinéaste, au lieu de chercher la corde facile, a construit son film presque comme un roman policier. Et du coup, entre une distribution remarquable et une tension dans le récit, c'est, à mon avis, sur quelque chose qui arrive, qui est arrivé, qui peut-être arrivera encore dans le monde paysan. On l'a vu avec les canards il n'y a pas longtemps dans le Gers. C'est un film tout à fait remarquable. Michaela Wiegel. Oui, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Allemagne et aussi à la France, je recommande vivement le livre de Marion van Rentergem sur Angela Merkel. Alors le titre est la seule chose qui me dérange un peu, c'est un ovni en politique. Je ne sais pas si c'est vraiment par l'auteur ce titre. En tous les cas, elle démontre dans ce livre que ça fait du bien d'avoir un regard de loin sur un personnage. Pour moi, c'est la meilleure biographie jamais écrite sur Angela Merkel parce qu'elle montre à quel point ce sont les valeurs qui distinguent la femme politique. Et elle a aussi recherché justement dans son expérience de la dictature en ancien RDA les clés de cette lecture. Et moi, je n'ai pas lu en langue allemande, écrit par des auteurs allemands, d'enquête plus convaincante sur cette personnalité qui, je le pense, va nous accompagner encore un petit peu. Je crois que ça s'appelle un ovni en politique, enfin, du moins je le suppose, parce que personne ne l'a vu venir, et notamment Helmut Kohl. Marc-Olivier Padis. Oui, d'un mot très rapidement, chaque année, les éditions de la Découverte publient dans la collection Repères un livre qui fait la synthèse de la situation de l'économie mondiale. Donc l'économie mondiale 2018, c'est presque plus un outil de travail qu'une lecture de plage, bien sûr, mais je vous le recommande quand même parce que c'est extrêmement bien construit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit maintenant, enfin c'est la thèse des auteurs qui sont des chercheurs du CEPI, 10 ans après la grande crise bancaire et financière internationale, on est en train de passer à un autre rythme de la situation économique mondiale dont ils décrivent les grands éléments. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir le début de ce nouveau cycle qui commence. Nicole Liesotto. Oui, alors moi je voudrais parler d'une jeune romancière que j'ai découverte cet été, italienne, 25 ans, Silvia Avallone, qui est beaucoup moins médiatisée que Elena Ferrante, dont j'avais déjà parlé, mais qui, sur le même thème, c'est-à-dire l'amitié de deux jeunes filles adolescentes de 13 ans, écrit un roman formidable sur la classe ouvrière en Italie au début des années 2000. Ça s'appelle D'acier, D''Acier. C'est paru en 2011 chez Liana Levy, mais je l'ai lu cet été, et c'est un roman absolument extraordinaire, une écriture très dure, très physique. C'est l'histoire d'une barre ouvrière devant l'île d'Elbe, où les hommes travaillent dans l'usine de métallurgie et les femmes essayent de s'en sortir. Ces deux jeunes filles rêvent de partir et notamment d'aller dans l'île. Et c'est extraordinaire, il y a notamment une scène, un suspense sur 600 pages, c'est un très gros roman, sur l'accident final qui est pour moi un très grand moment de littérature, donc je vous recommande D'acier, Silvia Avallone, 2011 chez Liana Levy. Jean-Louis Bourlange. Formidable, il est 12h03. Nous sommes toujours à l'antenne. Vive Non, détrompez-vous. Vive l'école alsacienne. Détrompez-vous, car j'avais dit au début, mais non, n'écoutez pas ce que je dis. J'avais dit au début que j'ajouterais les 5 minutes que j'ai prises pour présenter le nouvel esprit public
aux 60 minutes de l'émission. C'est Par conséquent, vous venez de perdre 45 secondes de votre temps de parole et il vous reste 1 minute 15. Bon, et je voulais dire, quand même préciser pour ceux qui ne l'avaient pas compris, que l'analyse du livre sur la ville de Paris qui a été faite par Philippe reprochait à son livre son manque d'indulgence. Bon, madame, ça vous a peut-être échappé en écoutant son commentaire, mais c'était bien ça l'esprit de son intervention. Donc moi, je voudrais recommander un livre qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu, le livre de Patrice Guéniffé, qui est une sorte de portrait croisé, de vie parallèle, dirait Plutarque, entre Napoléon et De Gaulle. Patrice Guéniffé est, après Jean Tullard, le grand spécialiste français de Napoléon, de Bonaparte. Et là, il se livre à... Alors, c'est intéressant parce que dans l'introduction, il part de l'idée qu'il pourrait y avoir une trilogie, un comparaison à 3, De Gaulle, Napoléon et Louis XIV. Et je crois que ça serait pertinent parce que je crois que ce qui unit que De Gaulle est un trait d'union entre Napoléon et Louis XIV, car c'est un héros démocratique, c'est-à-dire un héros surgi individuellement de la société et non pas un héritier, mais en même temps, il a le sens des limites, le sens de l'enracinement dans un précaré, le sens d'une continuité qui manifestement font défaut à ce grand joueur qu'est Napoléon. Mais je comprends très bien que Guéniffé ait fait ce choix, parce que ce qui l'intéresse, c'est justement d'analyser ces héros de la grandeur qui sortent et qu'est-ce qui les caractérise, comment se situent-ils, et il dresse un ensemble de parallèles sur le rapport au départ, au retour, à l'écriture, à la grandeur, à la perfection, qui montre que vraiment que De Gaulle soutient la comparaison avec Bonaparte, et je dois dire personnellement que je me suis toujours méfié, non pas de l'œuvre intérieure de Napoléon, mais du caractère dément de son projet extérieur, et j'ai pour De Gaulle une admiration qui se trouve confortée par ce livre. Je vous remercie. C'était donc Le Nouvel Esprit Public, une émission en podcast de Philippe Meyer, réalisée par Laurie Galigani avec Christian Sori et Nouvelles Écoutes, avec la collaboration également de Cosa Vostra et de Mathieu Stéphanie. Je ne sais pas si j'ai pensé à vous le dire, mais abonnez-vous, faites circuler, faites abonner, revenez la semaine prochaine et donc à dimanche prochain.